Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise. Au programme aujourd'hui, dans Bien dans son job, on s'intéresse à ce programme Anticipation. On va en parler, c'est un programme de haut niveau pour éclairer les cadres internationaux, les dirigeants sur l'évolution, pour ne pas dire les soubresauts du monde. On en parlera dans quelques instants avec Jean-Christophe Fromentin, maire de Neuilly et président justement d'Anticipation. Il nous en parlera dans quelques instants. Smart et Réglo, comme chaque semaine avec Étienne Pujol, un focus juridique sur la prime pouvoir d'achat. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette prime pouvoir d'achat au moment où l'on parle beaucoup évidemment du coût de la vie? On fera le point avec Étienne Pujol. Dans le cercle RH, on va faire un éclairage sur la situation des cafés-restaurants en Ile-de-France et à Paris. On nous parle de la relance, de la reprise économique. Quelle est la situation aujourd'hui? Eh bien, des restaurateurs, des cafetiers, peut-être plus largement du petit commerce. Eh bien, il y a pénurie et difficultés de recrutement. On fera le point avec le président de la CCI Paris. Et puis, dans Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, le recrutement dans le secteur de l'aide à la personne. Eh bien, il est en difficulté, lui aussi, beaucoup de difficultés pour recruter. On en parlera avec la directrice de la communication et de l'engagement de chez Domitis. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Digreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bien dans son job, pour être bien dans son job ou dans sa prise de décision, il faut avoir une vue globale sur le monde, le comprendre. On en parle avec Jean-Christophe Fromentin. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous avez plusieurs casquettes, vous êtes, on vous connaît comme maire de Neuilly, mais vous êtes le président d'Anticipation, on va en parler, et délégué général du Forum de l'Universel, puisqu'il en est l'émanation. On se souvient qu'il y avait eu l'idée comme ça de cette grande manifestation en 2025, l'exposition universelle, et puis finalement, et tout ça est né, si j'ai bien compris, de ce projet d'exposition universelle qui fait naître ce programme de très haut niveau qui s'appelle Anticipation. Oui, entre 2010 et 2018, on a préparé la candidature de la France pour une exposition universelle en 2025. C'est vous qui portiez ce projet? J'avais la chance de porter ce grand projet de candidature. L'arrivée des JO a neutralisé la perspective d'accueillir également l'exposition universelle en 2025. Pour autant, cet exercice de prospective, qui est la préparation d'une exposition universelle, nous a vraiment alerté sur le besoin de retrouver une culture de l'anticipation dans tous les domaines, dans le domaine public, dans le domaine privé, dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'économie. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé et on prépare pour janvier prochain ce programme qui s'appelle Anticipation. Alors janvier prochain, ça devait démarrer en novembre, c'est ça, non Voilà, là on s'est rendu compte que, en fin de compte, tout le monde est quand même la tête dans le guidon en ce moment parce qu'il y a l'effet reprise depuis cet été. Donc on a postposé le démarrage en janvier. Donc ça se déroule sur le premier semestre 2025 avec 4 grands séminaires. Alors, pour qu'on comprenne bien quand même l'idée, je ne veux pas faire de comparaison, c'est toujours compliqué, mais il y a un petit côté IHEDN dans votre anticipation, IHEDN qui une institution pour tous ceux qui veulent découvrir les questions de défense. Est-ce qu'il y a un petit côté IHEDN pour les cadres du haut niveau, les cadres internationaux? Oui, c'est un peu construit sur la même matrice. Hein. C'est des programmes très courts, hein, puisque là c'est 4 fois 2 jours, donc c'est 8 jours en tout, très intense, très immersif, mais totalement axé sur l'anticipation, alors que l'IHEDN est effectivement plutôt axé sur la prospective avec la défense en sous-jacent. Et c'est plus long. C'est la même construction. Qu'est-ce qui leur manque? Parce que vous dites finalement cette formation qui va démarrer, alors courte, on l'a compris, qui laissera du temps aux dirigeants de pouvoir continuer à gérer leur entreprise. Vous dites c'est élargir leur champ de vision pour aider à la prise de décision stratégique. Qu'est-ce qui leur manque à ces dirigeants et à ces cadres internationaux? On se rendait compte quand on préparait l'exposition universelle que finalement, chacun voyait l'avenir à l'aune des signaux qu'il reçoit dans son secteur. Celui qui est dans l'hôtellerie, il voit l'avenir à l'aune des signaux que lui donnent ses clients, où il voit qu'ils font évoluer leur manière de consommer, de voyager, etc. Celui qui est dans la banque, il voit l'avenir et il extrapole l'avenir à l'aune de ce qu'il voit dans son milieu bancaire. La manière dont les gens utilisent les cartes de crédit, ouvrent des comptes sur des banques en ligne, etc. Donc chacun voit l'avenir à l'aune des indicateurs qu'il a. Mais rien de global, quoi. Mais finalement, effectivement, l'idée d'anticipation, c'est d'élargir le champ. C'est un peu partager ses signaux faibles. Celui qui est dans l'hôtellerie partage avec celui qui est dans la banque, qui partage avec celui qui est dans le retail ou dans la consommation, qui partage avec celui qui est dans l'assurance, parce qu'on voit que les disruptions, c'est les grands bouleversements, sont finalement des effets qu'on n'a pas vus parce qu'elles ne sont pas dans le spectre
de ce qu'on vit, de ce qu'on voit, de ce qu'on observe, de ce qu'on analyse. Ça arrive de nulle part, souvent, et on se dit, voilà, je n'avais pas anticipé, parce qu'effectivement, on n'avait pas vu venir. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que ça permet aussi à tous ceux qui sont dans leur secteur, pensant qu'ils sont les seuls à être impactés, de s'apercevoir que le collègue d'à côté, dans un autre secteur, vit la même chose. Ça crée aussi une transversalité des problèmes. Oui, il y a à la fois effectivement, on se réassure dans ce type de programme, mais vraiment l'idée c'est de dire chacun voit des signaux à l'aune de son activité, chacun extrapole ces signaux pour préparer l'avenir. Or, c'est plus comme ça que ça se passe. Le monde est large. C'est Sébastien Bazin qui, quand on préparait le programme, le patron d'Accor, qui disait voilà, on travaille sur le temps court, très bien, on travaille sur le temps long. Très bien, mais on ne travaille pas sur le temps large. Et je pense que sa définition est assez vraie. Il y a un temps large, qui n'est pas le temps court ni le temps long, qui est celui qui nous permet d'avoir une vue plus holistique de tout ce qui se passe et de tout ce qui peut survenir. Dans les participants, dans les experts qui vont venir comme ça de manière très concentrée apporter leur savoir, c'est quoi? C'est des gens qui vont faire un éclairage sur la situation de la Russie, de son économie, un éclairage sur les transformations numériques. Qu'est-ce que vous avez choisi comme programme pour avoir justement ce temps large? Alors on a construit le programme en 4 temps. Un premier temps qu'on a appelé ontologie, c'est-à-dire des gens qui vont aider à décrypter les comportements. Alors ce sont des religieux, ce sont des philosophes, ce sont des sociologues qui vont dire voilà, l'être humain connecté est un être humain qui change, qui aspire à des nouvelles formes de vie. Donc premier, ontologie. Comment les comportements sont en train d'évoluer. Deuxième, ce sont les technologies. Alors pas forcément celles qu'on voit, mais celles qu'on ne voit pas encore. Les technologies quantiques, l'intelligence artificielle, la convergence de toutes ces technologies qui vont donner des effets totalement incroyable. Vers quoi on va, quoi? Vers quel type d'usage on va, fort de ces systèmes quantiques, d'IA, etc. Le troisième, c'est les nouveaux modèles économiques. Il y a aujourd'hui des nouveaux modèles qui se profilent, des modèles de société sans travail, des modèles où on valorise ce qu'on ne valorisait pas hier, des modèles où on a des bouleversements économiques en germe totalement inédits. Et le quatrième, c'est ce qu'on appelle les sous-jacents géopolitiques, c'est-à-dire toutes les manipulations, les biais cognitifs, les États qui interviennent dans l'économie pour bouleverser des schémas avec des répercussions très direct sur les entreprises. Bien sûr. Donc ce sont 4 angles un peu hétérodoxes, un peu inattendus, avec des experts, des témoins, des prises de parole qui vont être assez surprenantes, mais qui vont éclairer sur ce temps-là. Jean-Christophe Fromentin, je rappelle que vous aviez écrit un livre, c'était un livre assez visionnaire, puisqu'il avait reçu le prix de la Marianne d'Or en 2018, et ça s'appelait « Travailler là où nous voulons vivre, vers une géographie du progrès ». Bien avant la crise Covid, où des cadres, là, depuis quelques mois, quittent les capitales, les grandes villes, pour aller vivre en province. Vous qui avez piloté avec Sébastien Bazin cette réflexion assez globale, finalement, qu'est-ce qui leur manque à ces dirigeants pour être les meilleurs? Parce que, en fait, si on a bien compris votre démarche, c'est faire que ces dirigeants soient les meilleurs face aux États-Unis, face à la Chine, face aux enjeux mondiaux. C'est bien de cela dont il est question. Oui, c'est vraiment d'éclairer la prise de décision. Vous voyez, vous évoquiez ce livre. Moi, je l'ai écrit à un moment où on nous disait « L'avenir est à la métropolisation ». Le monde, de 2040, 2050, à 90% vivra dans 200 ou 300 métropoles dans le monde. On est dedans, hein. Et je voyais bien que finalement, ce n'est pas l'aspiration des gens. En France, vous voyez, 85% des Français disent « Notre rêve ». C'est pas de vivre dans une métropole, c'est de vivre dans un village ou une ville moyenne. Et donc, on voit bien, vous voyez, ces tendances d'extrapolation. On a construit des grandes villes avec la révolution industrielle. Les pays émergents construisent des méga-cités, des hyper-villes, des hyper-métropoles. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment ce que veulent les gens? Et est-ce que notre modèle politique, notre modèle social, notre modèle économique n'est pas au contraire, vous voyez, de réinvestir la géographie pour permettre aux gens d'accéder à une liberté fondamentale, c'est de vivre là où ils rêvent de vivre. Et je pense que voilà, ces réflexions qui rejoignent l'anticipation, c'est aussi ça qui m'a éveillé, qui m'a stimulé à créer ce genre de programme, c'est qu'on rentre dans des espèces de grands schémas mondiaux, très lissants, très standardisants, et on se dit, il n'y a pas le choix, l'avenir est dans les métropoles. Mais quand on regarde le comportement des gens, non. Voilà, la métropole est nécessaire. Moi, je pense qu'elle a des fonctions référentielles indispensables, mais pour autant, elle n'est pas le lieu où on va agréger tout le monde dans les années à venir. En fait, vous obligez ces dirigeants qui souvent ont la tête dans le guidon, d'ailleurs vous avez repoussé de 3 mois le début de la formation, en fait, si je comprends bien, vous les obligez à faire un petit pas de côté, finalement.
On leur dit, vous ne pouvez pas ne pas voir ce qui se passe autour de vous. Et tous, parce que la vie est faite ainsi, et parce qu'on n'a pas non plus tout le temps qu'on voudrait, mais tous, on est focus sur notre quotidien, notre job, ce qu'on rencontre dans le cadre de notre job. Nos chiffres, nos résultats. Et puis, il y a un effet de biais cognitif, vous voyez, qui est beaucoup décrit. C'est-à-dire que même les algorithmes nous renferment petit à petit dans nos univers urbains, médiatiques, politiques, etc. Et donc, au lieu de nous élargir le champ, finalement, les systèmes d'information nous restreignent le champ. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce que plus le champ de vision est restreint, moins on voit finalement tout ce qui peut arriver autour et tout ce qui peut nous atteindre sans qu'on y soit préparé. C'est l'intérêt d'anticipation avec un S. Il faut en avoir plusieurs capacités. Ça démarre en janvier. Vous êtes en recrutement, puisqu'on fait beaucoup de recrutement. Est-ce que vous êtes à la recherche de dirigeants? Est-ce que vous leur donnez envie de faire toc-toc chez Anticipation? Voilà, alors on va fermer à 25 participants. Oui. Alors notre préoccupation, c'est que les 25 participants soient issus de toute une série de secteurs. Bien sûr. Donc on voit arriver pour l'instant des secteurs qui sont très en demande d'anticipation, c'est-à-dire tous ceux qui font des investissements de très long terme, dans l'immobilier, dans le private equity, dans des secteurs sur lesquels il y a des investissements lourds, et ils se disent, est-ce qu'il faut encore construire des tours? Est-ce qu'il faut encore acheter ce type de machine qui s'amortit sur 30 ans? Mais on veut vraiment avoir une vision large, avoir des participants de tous les univers. Pour créer cet échange, justement. On a même prévu d'inviter des participants à qui ça ne coûtera rien s'ils amènent quelque chose de fort. Donc tout le monde peut aller sur anticipation.org avec le programme et la possibilité de s'interroger sur le fait d'y participer. Ouais, vous ne partirez pas dans des sous-marins pendant 10 jours comme on le fait à l'IHEDN. On est d'accord, ça se passe... Des immersions plus vie réelle dans Paris pour travailler. Ça sera plutôt dans Paris. Merci de nous avoir rendu visite, Jean-Christophe Formentin, président d'Anticipation. C'est vous qui pilotez cette initiative, ce programme de formation qui ne démarrera qu'en janvier. Donc vous avez encore un peu de temps. Voilà, un mois à peu près. Ouais. Un mois, si vous correspondez d'ailleurs au casting sociologique des entreprises qui doivent venir apporter leur regard. Merci d'être venu nous rendre visite. Je rappelle que vous êtes maire de Neuilly. Par ailleurs, tout de suite, c'est Smart et Réglo. Le droit, évidemment, il est incontournable dans les entreprises et pas seulement. On en parle tout de suite avec Étienne Pujol. Smart et Réglo, avec le sourire d'Étienne Pujol. Bonjour Étienne. Bonjour Arnaud. Vous êtes avocat en droit social chez Berilo, votre cabinet. Alors, c'est intéressant, le sujet que vous avez choisi aujourd'hui, c'est la prime pouvoir d'achat. Oui. Et on n'a jamais autant parlé de pouvoir d'achat que depuis quelques semaines, avec, alors évidemment, très récemment, le chèque énergie. C'est quoi concrètement la prime pouvoir d'achat? C'est la prime Macron? Elle se confond avec le chèque énergie? Les Français n'y comprennent rien. Oui, et les DRH non plus, je veux dire. Et les avocats, ils comprennent quelque chose quand même. Nous, au moins, oui, on est là pour expliquer. C'est ça, voilà, rassurez-nous. Heureusement, on arrive à faire la part des choses, mais c'est vrai que concrètement et opérationnellement, les DRH sont vraiment, ils croulent sous le travail et sous les sollicitations des salariés, puisqu'effectivement, l'essence n'a jamais été aussi chère, donc le pouvoir d'achat est impacté. Et donc, c'est le moment, en plus, beaucoup d'entreprises sont en pleine négociation annuelle obligatoire, les fameuses NAO, et donc, cette question du pouvoir d'achat est prégnante. Vous en avez parlé ici, cette question des augmentations salariales, des revendications pour les augmentations salariales. Eh bien, il y a un outil là qui existe, qui a été reconduit par le gouvernement et qui permet d'augmenter le pouvoir d'achat, notamment des bas salaires, en franchise d'impôt sur le revenu, de charges sociales. Donc ça a démarré, mise en effet le 20 juillet 2021, on est bien d'accord. Mais est-ce que, je vous repose ma question simple, est-ce que la prime Macron, c'est la même chose que la prime pouvoir d'achat? Non, en fait, la prime pouvoir d'achat... J'ai compris. La prime pouvoir d'achat relative qui a été annoncée il y a 15 jours, elle est focalisée sur l'énergie, entre guillemets, c'est-à-dire cette compensation liée à l'augmentation des prix du pétrole. La prime pouvoir d'achat, c'est une reconduction du mécanisme qui existait déjà en période Covid et qui permet de donner une prime pouvant aller jusqu'à 2 000 € aux salariés qui sont évidemment en cours d'exercice et qui ont des salaires qui sont inférieurs à 3 fois le SMIC. C'est ça, et celle-ci, elle existe toujours, on est d'accord. Exactement. Elle existe toujours, mais elle va bientôt arriver à son terme, et c'est la raison pour laquelle il faut en parler maintenant, en ce moment où on parle de pouvoir d'achat, où on parle des salariés qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts en fin de mois, et où on a un mécanisme que les employeurs peuvent valoriser
au bénéfice de leurs salariés. Alors vous l'évoquiez, il faut le redire, elle est sans charge. Hein. Oui, exactement. Il n'y a pas de charge sociale, il n'y a pas de CSG-CRDS, Ouais. pas sur l'impôt sur Il n'y le a pas revenu. de CSG-CRDS, parce que Non, la oui, ça pèse. Parce que souvent on vous dit qu'il n'y a pas de charge, mais il y a quand même la CSG-CRDS, Exactement. et qui tout mouillé fait à peu près 15%. Bah oui, c'est entre 9,7 et 17,2. Donc effectivement, il y a une problématique à cet égard. Là, non, il n'y a pas de prélèvements sociaux. Et donc, c'est du net dans la poche, quelque part. C'est ça, et c'est important pour le chef d'entreprise, parce que quand il donne véritablement cette prime sans avoir de charge. Il y a des conditions, Étienne? Alors, il y a des conditions, effectivement. Déjà que le salarié soit en place et que le salarié ne touche pas plus que 3 SMIC. Alors, le SMIC a été revalorisé, vous le savez, le mois dernier, au 1er octobre. Et donc, ça fait qu'on touche un éventail un peu plus large de bénéficiaires potentiels pour cette prime. Et puis, la condition de mise en place aussi, et là, j'insiste beaucoup, vous le savez, je suis un ardent promoteur du dialogue social. La mise en place, il est préférable qu'elle soit faite par le biais d'un accord d'entreprise. Pourquoi ? Parce que ça permet, en fait, d'insérer ça à la fois dans les NAO, mais également dans un dialogue social, de promouvoir en communication interne, c'est très important, de promouvoir aussi cette mesure que l'on met en place pour les salariés, et pas attendre par exemple qu'une grève vienne parce que les salariés ont entendu parler, hein, vous en avez parlé, de primes, pouvoir d'achat, etc. Et contraint, pourquoi pas nous ? Ben oui. Et vous avez raison, en termes de communication interne dans l'entreprise, il vaut mieux le faire en anticipation et dans le dialogue que d'être collé au mur et de devoir agir défensivement, Exactement. ce qui ne donne pas le même goût à la prime. Non, c'est exactement ça. Et c'est un peu le parallèle avec quand vous franchissez le seuil de 50 salariés, où les salariés viennent vous dire alors la participation, elle est où ? Si vous n'avez pas anticipé le fait qu'en franchissant le seuil, vous allez mettre de la participation, l'effet est nul. Est-ce que tous les salariés peuvent en bénéficier ? Parce que d'ailleurs, elle s'arrête quand cette prime ? Vous l'évoquiez ? Alors elle s'arrête le 31 mars, donc il n'y a plus que 5 mois, et le dialogue social fait en sorte que des accords d'entreprise peuvent être conclus très rapidement, mais ça peut aussi prendre du temps, surtout quand ça s'insère dans un collectif plus large, dans les NAO par exemple, mais aussi parce que c'est une des conditions de doublement de la prime, de mettre en place un accord d'intéressement. Pour les entreprises qui n'ont pas d'accord d'intéressement, le fait d'en mettre un et donc de le négocier, ce qui ne pourra être fait pour celles dont l'exercice fiscal et l'année civile qu'au premier trimestre prochain. Normalement, on les conclut plutôt entre le 15 et le 30 juin. Là, il faudra anticiper le fait de les mettre en place avant le 31 mars, de manière à pouvoir verser cette prime avant l'échéance du 31 mars que l'on vient d'évoquer. Donc, il y a quand même des conditions. Est-ce que les salariés peuvent en bénéficier tous ? Il y a quand même des conditions de revenus, j'imagine, par rapport à cette prime. Et vous évoquiez 1000 ou 2000, on va y revenir, parce que ce n'est pas le même montant, évidemment, c'est le double. Exactement. Et puis, elle peut être modulée. C'est un maximum qui est fixé dans le cadre est fixé par la loi, mais elle peut être inférieure et puis elle peut être modulée en fonction de l'ancienneté, en fonction de différents critères, de paramètres. Mais c'est justement ça qu'il faut négocier dans l'accord d'entreprise, de manière à toucher vraiment la cible qui en a le plus besoin. Le montant max, c'est quoi ? C'est 3 SMIC ? Alors, le montant max de revenus, c'est 3 SMIC, exactement. Donc c'est vraiment à viser pouvoir d'achat, c'est vraiment focalisé là-dessus. Et le doublement de la prime de 1000 à 2000 euros peut viser aussi des publics spécifiques. Ça vise les entreprises de moins de 50 salariés pour être plus incitatives. Ça vise les entreprises qui ont des accords d'intéressement pour être aussi incitatifs au dialogue social et à mettre en place des mécanismes de rémunération différés. On en a parlé ici, l'accord d'intéressement est quand même une niche fiscale et sociale qu'il ne faut pas hésiter à utiliser en fonction des paramètres de l'entreprise. Et puis, on peut aussi l'affecter aux populations dites de second rang, c'est-à-dire pas celles qui étaient confrontées de premier rang au Covid, mais par exemple les caissières, les éboueurs, ceux qui travaillaient en étant exposés, mais sans être reconnus de premier rang, eux aussi peuvent bénéficier du doublement de cette prime. Et on le redit, une prime qui peut être de 1000 ou de 2000, la condition, on le redit, c'est que l'entreprise s'engage à lancer une négociation et à valider un accord sur l'intéressement. On est d'accord ? Exactement. Et ça double cette prime. 50 salariés, ça double cette prime, exactement. Et donc voilà, j'en reviens à mon propos introductif. C'est évidemment tout bénéfice pour l'entreprise que d'initier ce dialogue social, puisque les deux modalités, c'est soit un accord collectif, donc signé avec les partenaires sociaux, soit un engagement unilatéral de l'employeur. Mais il est bien évident que ça aura plus d'effet et plus de poids si ça a été négocié avec les partenaires sociaux, le cas échéant en négociant des contreparties. Et il doit être versé, on le redit, ce qui oblige les entreprises évidemment à revoir un petit peu leur calendrier au 31 mars 2022, c'est-à-dire un mois avant l'élection présidentielle, puisqu'après, le rideau, comme par hasard, le rideau sera tiré et on passera peut-être à autre chose. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que vous nous présentez, c'est qu'il y a un effet à deux bandes qui est finalement bon des deux côtés.
on augmente la prime, on la double lorsque l'entreprise se met l'intéressement. Ça veut dire qu'il y a quand même un effet à long terme aussi qui s'installe et qui est bénéfique pour les salariés. Exactement, et c'est pour ça que ça doit vraiment s'insérer dans une dynamique à la fois de dialogue social, mais également de politique de rémunération des salariés, puisque cette prime va toucher que les salariés qui ont moins de 3 SMIC. Donc qu'est-ce qu'on fait des autres? Ils vont vouloir eux aussi des compensations. Et donc voilà, ça doit s'insérer dans une véritable dynamique de négociation annuelle obligatoire, effectivement d'intéressement pour ces entreprises qui n'en ont pas encore, et donc réfléchir aux projections sur 2022, comment on anticipe, maintenant que le brouillard commence à se dissiper sur les effets Covid, comment on anticipe les politiques de rémunération, les stratégies de rémunération à moyen terme au sein de notre entreprise. Merci, d'autant que ce sujet va occuper une partie du débat politique, entre autres pendant cette présidentielle, c'est-à-dire le pouvoir d'achat des salariés et de l'inflation qui progresse légèrement. Exactement, toutes ces questions sont sur la table, évidemment, et entre les mains des candidats. Merci Étienne Pujol de nous avoir rendu visite, de nous avoir éclairé avec autant de pédagogie. Vous êtes avocat en droit social, notamment cabinet Berilo. On fait une courte pause. Tiens, on va s'intéresser, peut-être qu'on va parler de pouvoir d'achat, à la situation des cafetiers, restaurateurs, des petits commerces en Ile-de-France, à Paris. C'est la reprise économique. Est-ce qu'ils arrivent à tirer, je dirais, leur marron du feu, pour utiliser une expression un petit peu populaire? On va faire le point avec des acteurs de ce dossier, notamment le président de la CCI Paris, parce qu'on le sait, il y a une pénurie en matière de recrutement. Ils peinent à recruter. On va faire le point, évidemment, avec eux. Et puis peut-être qu'on parlera salaire, augmentation de salaire, allez savoir. On fait une courte pause et on les retrouve juste après. Le cercle RH, le débat quotidien de Bismart. Je suis très très heureux de vous retrouver évidemment pour parler emploi, pénurie d'emploi aussi dans le secteur des cafés, restaurants, hôtellerie. C'est un peu compliqué. On va faire le point avec des acteurs du dossier. À mes côtés, Dominique Restineau, président de la CCI Paris. Merci d'être avec nous, fondateur de MoveJ, parce que vous y tenez beaucoup. C'est des étudiants entrepreneurs, mais pas seulement, que vous accompagnez pour devenir des entrepreneurs à long terme. Il y a une campagne, il y a une campagne là, en ce moment à la CCI. Alors, il y a une campagne à la CCI, mais il y a également toute une campagne de recrutement. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de revenir sur ce Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu, Dominique Restineau. Il y a Un jeune, un mentor, qui est le plan gouvernemental dans Un jeune, une solution. Exact. Et bien sûr, le MoveJ est complètement intégré dans le collectif mentorat sur toute la France pour aider des jeunes, là, puisque là, il s'agit de jeunes. Et à travers ce que fait le MoveJ, c'est accompagner les jeunes dans la création et la reprise d'entreprise sur l'ensemble du territoire national. C'est votre combat depuis des années à travers MoveJ. Et puis il y a une campagne, effectivement, je leur dis, au sein de la CCI pour élire dans quelques mois le président de la CCI. Alors, les élections, c'est pas dans quelques mois. C'est dans quelques semaines, pardon. Ça a commencé hier. Quelques semaines. Et c'est jusqu'au 9 novembre. Pendant ces jours-là, j'invite tous les commerçants, tous les entrepreneurs, tous les dirigeants mandataires sociaux à aller voter pour élire leurs représentants dans les chambres de commerce de France et de Navarre, celles et ceux qui, à leur côté, vont travailler pour la relance de l'économie, et c'est ensemble que nous devons réussir. Donc il faut aller voter. Je pense que c'est un devoir citoyen. Les élus de chambre de commerce sont des femmes et des hommes qui sont bénévoles. Donc là, je fais la promo pour aller voter tout simplement. Bien sûr, voilà. Le geste démocratique des commerçants. Puis à vos côtés, justement, parce que vous avez monté avec lui un job challenge, et on va parler d'emploi. Pascal Mousset, je suis ravi de vous accueillir. Je vous ai souvent croisé dans votre établissement, chez Françoise, on peut le dire, parce que c'est vous qui nous accueillez. Et c'est un établissement extrêmement connu et célèbre. Président du GNI, Groupement National des Indépendants en Ile-de-France, café, restauration, hôtellerie. Et vous êtes venu, parce que c'est un homme extrêmement précis, avec quelques chiffres sous le bras, pour répondre à la question qu'on se pose ce matin. Quelle est la situation de la profession? Et c'est intéressant, en Ile-de-France et à Paris, est-ce qu'il y a des contrastes? Est-ce que cette relance est aussi chez les cafés, restaurateurs, hôteliers? Ou est-ce qu'il y a quand même un petit retard à l'allumage? Alors la situation est extrêmement contrastée en Ile-de-France. Alors plus on est au centre de Paris, plus on est au centre de la ville, plus c'est compliqué. Parce que le télétravail fait encore beaucoup de modifications du paramètre de commercialité. Et il y a encore beaucoup de quartiers qui n'ont pas retrouvé leurs clients. Après, plus on s'éloigne du centre de la capitale, plus on retrouve les chiffres de 2019. On a même une surperformance dans tout ce qui est luxe, dans tout ce qui est, restauration festive. Quand vous dites luxe, c'est de l'étoilé, c'est quelque chose de très select, pas forcément?
Pas forcément. Je dirais aujourd'hui, c'est le festif qui marche bien. Tout ce qui est à dimension festive, il y a un effet rattrapage sur ces 2 années en pointillé. Et tous les établissements qui proposent des animations, qui proposent du festif, luxe ou en tout cas divertissement, entertainment, comme disent les anglo-saxons, ça fonctionne très bien. Après, le repas du déjeuner, le repas avec le ticket restaurant, c'est très compliqué. Et pourtant, il est à 38 € le panier. Hein. Concurrence de la livraison et surtout télétravail. Il y a encore beaucoup d'entreprises, le secteur de la finance, de l'assurance, reste encore sur une à 3 journées de télétravail dans le secteur de la banque. Donc les brasseries, les cafés de quartier qui travaillaient avec cette activité-là, avec ces clients-là, ne les voient plus le vendredi et le lundi. Ouais, on pense à la Défense, par exemple, qui est un quartier un peu sinistré. On pense à la Porte Maillot, on pense au centre de Paris, le quartier des administrations. Batignolles, vous évoquiez Batignolles. Batignolles, le 7e reste aussi très compliqué, le 6e. Tous les quartiers d'affaires. Voilà, après le 9e, le 10e surperforment parce que ce sont des quartiers d'habitation. Et on sort dans les bars le soir, on va faire les after-work. Et il y a une situation très contrastée. Ça va de plus 15 à moins 30% d'activité suivant la nature du commerce. Dominique Restineau, il y a quelque chose chez vous, j'imagine, quand vous vous déplacez dans Paris, parce que vous êtes le patron de cette CCI, vous voyez ces commerces avec marqué à vendre, BNP Estate. Est-ce que vous constatez, je dirais dans les chiffres globaux, de plus en plus de rideaux tirés, de petits commerces qui tirent le rideau parce qu'il n'y a plus d'activité ou pas assez d'activité pour vivre? Est-ce que ces chiffres-là, vous les avez ou cette tendance-là, vous l'avez? Alors, cette tendance, on l'a tout simplement parce que, comme vous et moi, je circule dans Paris, je regarde dans Paris et je vois les rideaux qui sont baissés, évidemment. Ce qu'on retrouve dans les CHR, on le retrouve... Café, hôtellerie, restauration, qui n'est pas de malentendu, ce ne sont pas les discothèques. Voilà. Non, mais ce ne sont pas les hôpitaux, puisqu'on parle aussi beaucoup de pénurie d'emploi dans les hôpitaux. Bien sûr, mais j'allais dire, la pénurie d'emploi, c'est paradoxal, elle est presque partout. C'est vrai. Le paradoxe, il est qu'il y a des endroits où ça fonctionne assez bien, effectivement, et puis il y a des endroits où ça ne repart pas. Les quartiers d'affaires, ça ne repart pas. Pascal Moussel a dit, avec le télétravail, il y a une chute par rapport à ça. Alors ça a du bon, le télétravail, parce qu'on s'est posé la question à savoir s'il fallait tout le temps faire des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir travailler. En termes de qualité de vie, pour le salarié, c'est pas désagréable. Il y a du bon, alors je pense, mais c'est plus mauvais pour le restaurateur. Doit être mesuré. Mais voilà, il y a des transferts d'activités qui se font. Aujourd'hui, il y a un retour sur du local, et c'est tant mieux. Sincèrement, c'est tant mieux. Mais tout ça, il faut le recomposer. Et la relance, elle est là, mais il faut également l'accompagner. Vous avez monté ce Jump Challenge. Rentrons dans le vif du sujet, parce que le débat du recrutement et de la pénurie d'emploi, on l'a entendu, on l'a vu. Les exemples sont simples. Je trouve pas de cuisinier, je trouve pas de chef de salle, je trouve pas de serveur. Parfois, je trouve quelqu'un, il vient une journée, puis je l'ai plus. Parfois, il me dit oui, mais il vient pas. Enfin, il y a tous ces cas de figure, peut-être auxquels parfois vous êtes confrontés dans votre établissement, le vôtre. Le Job Challenge, c'était quoi l'idée? C'est une expérimentation que nous avons fait avec le GNI sur la CCI de Paris et sur la CCI des Yvelines également. C'est un test que nous avons fait ensemble avec mon collègue des Yvelines. En clair, il y avait si je prends Paris par exemple, le principe c'est d'aller chercher des femmes et des hommes qui n'ont pas encore toutes les compétences de ce métier pour pouvoir les identifier. Et donc, avec Pôle emploi, il y avait une sélection d'une 50aine de candidats qui ont été accompagnés, travailler des entretiens avec des restaurateurs et des hôteliers. Il y en avait une quinzaine, en tout cas, sur Paris. Le GNI était dans la boucle. C'est avec le GNI que nous avons fait ça. Et derrière, il y a un certain nombre de candidats qui ont été sélectionnés pour faire une formation de 15 jours, et notamment sur les métiers de service, parce que vous parlez, mon cher Arnaud, de la restauration, mais les métiers de service, de salle et tout ça, il y a une vraie pénurie également. Bien sûr. Voilà. Et donc, c'est pas la cuisine, la restauration comme à Ferrandi, par exemple, ou dans d'autres établissements de formation extrêmement célèbres. Absolument, mais c'est les métiers de service qui permettent aux entreprises et aux restaurateurs et hôteliers de pouvoir recruter du personnel, et qui permettent à des gens de trouver du travail. Et donc, cette expérimentation fonctionne très bien. C'est 15 jours en formation in situ
chez des restaurateurs ou des hôteliers. On en est où là du processus là? Ça y est, ils sont lâchés, ils ont terminé. Là, il y a eu la première sélection. Ils vont rentrer dans les cafés, hôtels, restaurants pendant cette formation de 15 jours, qui sera, je le dis quand même, financée par Pôle emploi. Donc il y a véritablement une aide qui est montée là par rapport à tout ça. Et ceux qui n'auront pas été retenus feront également une journée complémentaire de formation sur les services d'accueil, sur les métiers d'accueil, parce qu'il y a un élan qui va venir. Alors, c'est pas encore les JO réellement, mais la Coupe du Monde de rugby. C'est vrai. Voilà, il faut préparer des... Il y aura un appel d'air touristique, au moins des Français et sûrement du monde entier. C'est de l'expérimentation qui est sur le CHR, mais en réalité, on peut l'adapter à d'autres métiers. Voilà, et c'est a priori avec les résultats que nous avons, je pense qu'on va développer. Pascal Mousset, vous êtes partie prenante de cette initiative. On voit bien, il faut aller chercher très en amont dans le recrutement des personnes qui n'étaient pas forcément destinées à faire ce métier, leur donner envie. Et là, on rentre dans le processus de vous les accueillir dans vos établissements. Alors, je ne sais pas si chez Françoise vous en avez. Il y a quand même un problème sur l'appétence à faire ce métier. Qu'est-ce qui se passe selon vous ? En fait, aujourd'hui, il faut en parler de ce métier. Ce métier, c'est un métier formidable. C'est un métier, c'est les métiers de service à la personne, hein, au sens large. Accueillir, recevoir. Il faut leur faire découvrir, il faut leur donner la possibilité d'imaginer une carrière dans ce métier. Et leur dire que c'est des métiers où l'ascenseur social fonctionne très bien, où on acquiert très vite de la compétence, du savoir-être, puis du savoir-faire. Et aujourd'hui, ces métiers-là sont des métiers qui peuvent... donner confiance à des jeunes souvent en perte de repères, qui n'ont pas forcément beaucoup de bagages, qui n'ont pas forcément beaucoup de diplômes, qui se cherchent. Et le fait de cette expérience, de leur faire découvrir in situ pendant 15 jours ce que c'est qu'un restaurant, comment ça fonctionne, l'esprit d'équipe, l'esprit de camaraderie, le partage avec le client, le sourire, l'échange. Souvent, on arrive à convaincre des jeunes de venir rejoindre nos métiers. Après... l'attractivité du métier, elle est à repenser aussi au niveau des écoles, au niveau des centres de formation. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez dans les centres de formation de relations avec les entreprises. Il faut absolument que ce soit au niveau des CFA. Nous, aujourd'hui, les meilleurs facteurs de recrutement, ce sont l'alternance. Quand on a des jeunes en alternance, on a des futurs collaborateurs et on a des gens qui vont rester présents dans le métier. Ils sont faits aux peintures de guerre de l'établissement, voilà, à l'ambiance, à la gestion avec le manager, parce qu'il y a vraiment une chaîne hiérarchique. Juste un mot quand même, et même plusieurs. Il y a un débat qui a été posé par l'UMI. Vous avez vu, forcément, vous avez suivi. Alors, j'ai eu des invités qui m'ont dit, attendez, l'UMI est très isolé sur cette décision, mais néanmoins, l'UMI, qui est une organisation importante dans votre métier, a annoncé qu'elle souhaitait augmenter de 9% les salaires. Alors, ça n'a pas été suivi de tout le monde. Quelle est la ligne du GNI ? Parce que vous dites, il faut que les centres de formation fassent des efforts, certes, mais est-ce que vous-même, votre profession doit se réformer sur les horaires, sur les conditions de travail, sur le salaire? Est-ce que c'est un des éléments qui fait que les gens aujourd'hui se détournent de votre secteur? Alors, ces annonces de l'UMI, déjà, ont été très mal traduites par les médias. C'est ça. On n'a pas annoncé 9% de hausse généralisée pour les salaires. On a annoncé une négociation de la grille. La grille de notre profession, elle date de 2018. C'est vrai. Elle est obsolète, puisqu'entre-temps, il y a quand même eu 3 années qui se sont écoulées. Donc aujourd'hui, on demande une mise à jour de cette grille. Et en effet, sur la mise à jour de la grille, il n'y a aucune discussion. Il faut revoir cette grille et il faut une augmentation entre 5 à 10% de cette grille. Ouais, le 9 n'est pas sorti du chapeau. Hein. Voilà, tous les professionnels sont d'accord là-dessus. Et les 4 principales organisations du secteur sont d'accord pour une revalorisation de cette grille de 5 à 10%. Il y a des négociations en cours. D'accord, ça c'est une information intéressante. L'objectif, c'est pas de déflorer les négociations. Il y a des partenaires sociaux qui travaillent là-dessus. Donc vous nous dites qu'en ce moment, initiative prise en premier lieu par l'UMI, mais que les 3 autres organisations sont entrées dans une négociation. On est d'accord? C'est pas une initiative de l'UMI, c'est de droit. La grille des salaires doit être négociée tous les ans avec les partenaires sociaux. Et le Covid a fait qu'on a pris un certain retard dans la mise à jour de cette grille, et parce que notre métier était fermé, tout simplement, notre entreprise était fermée, et que là, il y a des négociations qui vont avoir lieu jusqu'à la fin de l'année pour revoir cette grille, et en effet, il y aura des augmentations substantielles. Ça, c'est intéressant quand même, en termes de valorisation d'un métier. Il ne faut pas que ça soit traduit et compris ni par les collaborateurs, ni par les chefs d'entreprise qui nous écoutent, que c'est une revalorisation et une augmentation générale des salaires. Ça n'a absolument rien à voir. Revoir une grille, ça veut dire que vous ne pouvez pas rémunérer quelqu'un
dans un certain niveau de compétences en dessous de la grille. Voilà. Vous n'avez pas le droit de le faire. Si vous avez un BTS... Dans beaucoup de professions, c'est le cas. Le journalisme en particulier, il y a une grille. Voilà, En revanche, l'UMI, Pascal Mousset, évoquait l'idée d'un 13e mois, proposait quand même un certain nombre d'améliorations des conditions de travail. Sur cette ligne, vous dites, est-ce que si on donne, je dirais, et ça c'est important, la QVT, la qualité de vie au travail, est-ce qu'on améliore tout cela? Est-ce qu'on revalorise aussi un métier qui, il faut le dire, et vous le pratiquez ce métier, est difficile. On travaille quand les gens s'amusent, ou en tout cas prennent du bon temps. On finit très tard. Il faut ensuite ranger la salle, il faut la nettoyer, puis ensuite le lendemain, il faut revenir. Et tout ça avec le sourire et l'envie de bien faire son métier. Est-ce qu'il y a des réflexions autour je dirais des RH, pour parler un peu grandes entreprises? Il y a évidemment l'attractivité du métier, les conditions de travail sont au centre des préoccupations des chefs d'entreprise. La fidélisation de nos collaborateurs, c'est ce qui nous occupe matin, midi et soir. Ben ouais. Mais aujourd'hui, il ne vous a pas échappé que nous avons été fermés 10 mois sur les 24 mois qui viennent de s'écouler, que cette année, la restauration en Ile-de-France aura encore perdu entre 25 et 35% de chiffre d'affaires, que nos marges se réduisent aujourd'hui entre 1 et 4% de marge dans un restaurant. Beaucoup de restaurants n'ont pas de fonds propres ou des fonds propres négatifs. Beaucoup d'établissements de restauration ont moins de 10 salariés. En Ile-de-France, la majorité des restaurants ont moins de 10 salariés, avec des bilans qui sont à peine équilibrés. Et quand vous dites à un chef d'entreprise qu'il va falloir payer un 13e mois, dites-lui directement qu'il va mettre la clé sous la porte, ça ira plus vite. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire d'annonce comme ça à l'emporte-pièce. À l'emporte-pièce, c'est ce qui a été contesté. Les négociations, par respect des partenaires sociaux, elles doivent se passer dans le blanc-seing. Et avec le respect des partenaires. Non, mais c'est votre langage de vérité, c'est très clair. Aujourd'hui, on rase pas gratis, quoi. Nous, aujourd'hui, c'est pas possible d'annoncer des choses comme ça sans une négociation sérieuse, sans faire un état de la situation. Nos entreprises sont convalescentes. Aujourd'hui, elles n'ont pas de marge de manœuvre. Allez voir un hôtel dans le 6e arrondissement, allez voir un restaurateur les hôtels, c'est terrible. dans le 7e ou à la Défense et parlez-lui de cette proposition de l'UMI. Il va faire des bons énormes parce que lui, il sait ce que c'est au quotidien son entreprise. Il connaît son compte d'exploitation, il a son expert comptable qui l'alerte. Il dit, monsieur, vous avez vos PGE remboursés, vous avez tel loyer. La clientèle asiatique ne reviendra qu'en 2022-2023. Et les bureaux sont pas là. Les bureaux sont pas là et on vous annonce ça dans les médias. Tout ça n'est pas sérieux. Non mais à la fois il y a un côté coup de gueule, il y a un côté on revient sur terre et on renégocie sérieusement. On a de faire des annonces comme ça dans la presse sans en dévoiler la teneur déjà aux partenaires sociaux. J'ai eu un invité qui effectivement m'a recadré sur ce plateau il y a quelques semaines en disant attendez, ça n'engage que l'UMI, ces propositions n'engagent que cette organisation. Et c'est vrai que c'est un peu dérégulé finalement l'espèce de travail qui était engagé pour une négociation sereine. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique Ressineau, de ce débat sur le pouvoir d'achat? Parce que l'UMI allait un peu plus loin, au-delà du 13e mois. Elle évoquait l'idée qu'elle ne pourrait pas aller au-delà de 9%, même si elle le souhaitait, parce que des charges énormes, et puis j'ai envie de rajouter aujourd'hui pour la profession, un surcoût sur les prix alimentaires. Je veux dire, le surcoût touche aussi les restaurateurs dans leurs résultats. Qu'est-ce qu'on fait concrètement, Dominique Restineau, là? D'accord avec Pascal. Ils se sont un peu emballés, l'UMI, quand même? Je ne vais pas rentrer avec l'UMI, moi. Ce que je veux regarder, c'est les partenaires sociaux, c'est leur job. Alors qu'on laisse faire ceux qui doivent faire ce job, syndicats patronaux, syndicats salariés, que ça discute ensemble. On sort, et encore on sort. On essaye de sortir. Mais Dominique, vous me parliez d'une promotion qui est en train de naître liée à ce Job Challenge, excellente initiative. Ces jeunes femmes, ces jeunes hommes, peut-être d'ailleurs moins jeunes pour certains, qui sont en reconversion, Absolument. Ils vont vous dire en bout de course, écoutez, moi j'ai adoré cette formation, mais moi je trouve que 1, je ne suis pas assez payé, 2, c'est trop dur. Mais comment vous... C'est ça la question. C'est qu'ils ont été avec les services de Pôle emploi, avec les services du GNI, avec les services de la Chambre de commerce de Paris. Sélectionnés. Ils ont été... Bien sûr, il y a des entretiens, donc s'ils sont là, c'est qu'ils ont envie de le faire. Alors, vous savez, il y a tous les métiers. Hein. Il y a plein de métiers où il y a des contraintes. Il n'y a pas que des jobs Entièrement d'accord. Où c'est super sympa en permanence. Entièrement d'accord. Il y a forcément des bons côtés, des moins bons côtés. C'est vrai qu'il y a des côtés plus difficiles dans certaines de ces activités-là. L'important, par rapport à différentes opérations que nous menons, là c'est Job Challenge, mais on travaille beaucoup également autour de l'inclusion par l'activité économique, l'IAE. On vient de signer avec la mairie de Paris, là également, le PPIE, c'est le plan d'insertion par l'emploi. Tous ces sigles. Mais oui, il y a les sigles. Le mais en PPIE. tout cas, oui, c'est un plan d'insertion pour l'emploi. Voilà. Okay. Mais en tout cas,
ce qui est intéressant, c'est que bon nombre d'organisations se mettent à travailler ensemble, à monter des partenariats pour travailler ensemble et faire en sorte qu'on aille chercher également des femmes et des hommes qui n'ont pas pensé à ça ou qui sont plus éloignés de l'emploi, parce qu'il faut d'un côté remettre des gens au travail, surtout quand il y a ce paradoxe où il y a du chômage d'un côté et de la demande de l'autre. Alors il y a une partie de savoir-être qui est absolument fondamentale. 500 000 emplois non pourvus, non, mais voilà. Et on ne trouve pas. Et donc, à travers tout ça, je pense qu'il y a des gens qui vont trouver leur voie. Il faut gagner sa vie, je suis entièrement d'accord avec vous. Le sujet du pouvoir d'achat, c'est ce que vous disiez, il est dans tous les médias aujourd'hui parce que c'est en train de sortir. Il y a les campagnes. Et puis c'est la campagne présidentielle. Voilà. Donc on reprend les mêmes sujets. Je suis entièrement d'accord. Et en plus, dans certaines villes, c'est encore plus difficile de vivre que dans d'autres villes, avec un pouvoir d'achat qui n'augmente pas. Oui, d'ailleurs, précisons que quand on a 2000 euros, parce que je fais une parenthèse, quand on parle à des restaurateurs en direct et qu'on échange avec eux et qu'on les alerte sur ce sujet, ils vous répondent, mais moi, je les paye plus. Je suis prêt à faire un effort vraiment substantiel pour les payer. Et ils me disent, c'est pas pour autant que je trouve quelqu'un. Bien sûr. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème plus profond sur le rapport au travail, d'ailleurs qu'on expertise ici sur ce plateau, sur l'envie de faire autre chose, de ne plus être contraint par des horaires. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une révolution dans le rapport au travail. Est-ce que vous le ressentez ? On le ressent parce que le secteur des auto-entrepreneurs aujourd'hui se porte bien. Aujourd'hui, les jeunes, cette génération qui a moins de 25 ans, elle est de plus en plus allergique à des plannings, à une planification du travail hebdomadaire, à des jours de repos fixes. Elle veut pouvoir partir quand elle veut partir. Et le fait de s'inscrire sur une plateforme et de travailler avec cette fameuse ubérisation du travail, pour certains, ça leur convient parce que c'est une forme de liberté. Ils le vivent comme une forme de liberté. Je pense que 2 jours, puis je m'arrête 3, je fais un peu ce que je veux. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une vraie concurrence. Ce matin, j'entendais sur les difficultés du secteur de la santé que pareil. Les intérimaires, il y a gagner 2 fois plus. Mais parmi les gens qui travaillent en intérim, certains ont cette logique-là. Ils veulent prendre une mission d'1 mois et ensuite 3 mois. Donc ce rapport au travail, il a changé. On est un peu plus nomade. Ce nomadisme qui s'installe dans le commerce. Et vous voulez fidéliser vos collaborateurs. C'est là où c'est compliqué. Et nous, les fidéliser, ça passe par exemple pour les solutions pour trouver le transport. Aujourd'hui, le principal frein, c'est pas le salaire dans notre secteur d'activité. C'est quand j'ai fini à minuit, 1h du matin, comment je rentre chez moi, en banlieue, à 15 bornes de Paris. C'est ça. Et j'ai pas le transport. Et je peux pas habiter dans Paris parce que Paris, c'est trop cher. Et cette problématique du transport, de l'accompagnement des gens au travail, c'est un vrai sujet en Ile-de-France. Pour nous, je pense que c'est entre 20 et 30% des raisons des démissions dans notre secteur ou des départs. Parce que trop de trajets. J'en peux plus du transport. Voilà. Et on rejoint le sujet du télétravail, que c'est notre conversation. Exactement. Et donc, ça veut dire qu'il y a une réflexion à mener par votre réseau. C'est intéressant, Dominique Cristino, parce que Paris, c'est cher. Ces emplois qui sont correctement payés, mais pas suffisamment pour avoir un logement, fait qu'il y a un épuisement et on arrête. On passe à autre chose. J'entends... les Parisiens quittent Paris, veulent aller s'installer ailleurs. Ce qui est vrai d'ailleurs. Mais c'est très bien en plus. 6 000 départs d'enfants là, des écoles. Que les gens aient envie d'avoir un peu plus de temps. Que les gens aient envie d'avoir une vie plus facile. Ou ça rebat les cartes, vous êtes d'accord ? Non, mais ça rebat les cartes. Oui. Mais je trouve ça bien, surtout que ça ne sert à rien de congestionner complètement des grandes métropoles, alors que c'est l'ensemble du territoire. Il y a des plans qui sont faits également dans les campagnes, et je trouve ça très très bien. Dans le monde rural, il y a tellement de choses à faire également. Je voulais revenir par rapport à ce que disait Pascal Mousset. Donc vous dites quoi par rapport à ça ? Il y a de la place pour tout le monde ? Oui, je pense qu'il y a de la place. C'est ça l'idée, c'est que les choses se réorganisent. On est tous en train de se coller en permanence. On peut plus rentrer dans Paris, là, d'accord ? Mais je voudrais revenir sur. Il n'y a rien à voir avec les restaurateurs, vous en conviendrez. On est d'accord. Mais c'est pas de la faute des restaurateurs. Vous savez, l'emploi, c'est pas que les restaurateurs non plus. Il n'y a aucun problème. D'accord. Cette pénurie, on la retrouve dans énormément de métiers, dans le bâtiment, dans énormément de métiers. Ce qu'il faut voir également. Alors, je reprends sur ce que disait Pascal Mousset sur les missions d'intérim. Une petite rectification, c'est un sujet que je connais à peu près par cœur depuis 40 ans. Oui, c'est votre métier. C'est mon métier. C'est votre cœur de métier. Voilà. Et donc, oui, il y a des l'intérim est une voie d'intégration déjà, et une vraie voie de compétence. Voilà ce qui est évoqué par Pascal Mousset, c'est qu'on utilise l'intérim pour gagner plus et avoir un temps libre. C'était pas ça. C'était également en même temps, je travaille 1 mois et je travaille plus pendant 3. Non, c'est parce que dans la population et avec ce type de contrat, et c'était le contrat Rolls-Royce pour faire ça, il y a des gens qui ont une passion
D'accord ? Donc, je dirais que c'est très moderne en réalité. Il y a des gens qui vont travailler pendant 8 mois, 9 mois et qui ont une passion ou ont un hobby, une passion, et qui vont aller faire autre chose pendant un certain temps. Des musiciens, des artistes, ce genre de choses. De la plongée sous-marine, et j'en passe, c'est des meilleurs. Voilà, d'accord. Et donc, ça leur permet... Vous savez, moi, c'est ce qu'évoque Pascal Mousset, c'est des nomades, une forme de nomadisme. Pendant 10 mois, sur plein de missions, pendant des années, d'accord, ils changeaient de mission, dans le respect de la loi, bien évidemment. Non mais, Dominique Cristino, excusez-moi, j'entends votre logique, mais aujourd'hui, il y a des infirmières qui démarrent, disait un professeur de médecine ce matin, à 1 900 € à la PHP. Oui. Quand elles passent par l'intérim, elles gagnent 2 900 €. Donc, effectivement, le système pousse, au-delà des hobbies et des passions, à contourner le système et à aller chercher en intérim. On a eu un invité sur ce plateau qui a une plateforme. Le jour où il est venu, il nous annonçait qu'il y avait eu 500 départs de médecins et de soignants qui avaient quitté les établissements publics pour aller dans sa plateforme, justement, exactement dans ce que dit Pascal Mousset, c'est-à-dire planning, horaire un peu plus souple et meilleure rémunération. Ça vient quand même heurter les réalités des secteurs dont on parle aujourd'hui, café, restauration, hôtellerie. Cher Arnaud, il faut rester quand même au guichet. La pandémie a démontré qu'il y avait énormément de choses à faire et à revoir dans des métiers. Pascal parlait tout à l'heure de service à la personne, de service à l'autre. L'autre est redevenu important. En même temps, on est d'accord. On est revenu sur nous-mêmes. C'est vrai. Parce qu'il y a encore cette chose paradoxale en même temps. Il nous reste peu de temps parce que vous portez, vous les entrepreneurs, MoveJ, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, l'entrepreneuriat, le fait de créer sa boîte. Une question un peu polémique et sensible quand même avant de nous quitter. Les restaurateurs disent, nous on veut bien mais il faut qu'on nous baisse les charges. Et par ailleurs, vous avez les PGE au-dessus de la tête. Sur les PGE, c'est réglé, il n'y a plus de revendication de repousser un peu plus encore les remboursements. Ça démarrera pour les premiers en mars. Et personne ne le remet en question. Toujours des discussions pour allonger la durée de remboursement. On demandait 10 ans. Aujourd'hui, la négo, je pense, c'est pas moi qui l'amène, mais j'ai entendu parler de 8 ans. 8 ans. On voudrait, il y a des procédures également qui permettent pour les entreprises en difficulté de faire de la conciliation et d'obtenir 10 ans. Mais le niveau de charge, plus personne ne le remet en question, parce que le débat posé par l'UMI, c'est de dire, nous on veut bien faire partager le fruit de la croissance de nos entreprises aux salariés, mais le niveau de charge est trop élevé. Oui, nous aujourd'hui, on considère qu'on est un secteur à forte intensité de main-d'œuvre, comme le secteur du bâtiment par exemple. Exactement. Et on aimerait travailler stratégiquement avec les pouvoirs publics pour que se voit appliqué à notre secteur, où on ne peut pas faire d'économie de productivité, contrairement à tout ce qu'on peut imaginer, un barème de charges sociales adapté, dérogatoire, lié pas à la pénurie de main-d'œuvre, lié au fait que nous, dans un restaurant, c'est toujours un serveur pour 20 clients. Il n'y a pas de choix. Si on veut faire un service de qualité, vous ne pouvez pas automatiser le service. Sinon, vous fermez une partie du resto. Service à la table. C'est ça. Et je pense que c'est la même chose dans plein de secteurs où on ne peut pas, à l'hôpital, c'est évident, il faut une infirmière pour tant de lits. Et je pense que notre secteur, à forte intensité de main-d'œuvre, n'a pas bénéficié des efforts de productivité de plein d'autres secteurs grâce à la digitalisation. C'est vrai. Et donc vous réclamez un aménagement de... Aujourd'hui, on demande un aménagement pour notre secteur d'activité en termes de charges sociales, et en plus on a une trappe à bas salaire. Vous savez que les salaires qui sont proches du SMIC bénéficient d'abattements de charges importants, et dès que vous passez les 2500 €, vous les avez plus. Vous êtes en plein pot en charge. Et vous êtes dans ces salaires-là, exact. Ça oriente le chef d'entreprise à plutôt avoir 2 salariés faiblement payés qu'un très bien payé. Et ça fait un plafond, en fait. Et une poche à bas salaire. Une poche à bas salaire. Peu attractive, d'ailleurs, pour donner envie de venir. Je pense que c'est aussi un sujet qu'il faut aborder. Mais je pense pas qu'il faille un mot de la fin, Dominique. Je ne pense pas qu'il faille remonter les charges sur les bas salaires non plus. Oui, c'est ça. Alors là, ça devient un casse-tête chinois, parce qu'à la fois, il faut maintenir les baisses de charges sur les bas salaires, tout en aidant les entrepreneurs et les restaurateurs de moins de 10 salariés, puisque vous les évoquiez, c'est eux qui sont en difficulté. Nous, en CHR, on veut que soit reconnu le fait qu'on ait un secteur d'activité qui embauchons des collaborateurs sans compétences et qui leur faisons acquérir des compétences. On a un travail de formation que font les écoles, font l'éducation nationale. On le fait ce travail, et on fait grandir des collaborateurs qui arrivent chez nous sans rien, juste une envie. Et je pense que ça, faut que ça soit reconnu quelque part, parce que ces jeunes-là, s'ils ne viennent pas chez nous, que vont-ils faire ?
Que va-t-il se passer dans Il y a nos aussi banlieues? un travail d'insertion Il y a sociale. un travail d'insertion sociale et on joue ce rôle-là. Qui n'est pas assez évoqué. Et je pense qu'il faut le reconnaître, il faut qu'il soit reconnu. Merci, c'est un plaisir. Développer l'apprentissage. Conclusion de Micrestino. Et je voudrais conclure sur surtout, chers commerçants, chers chefs d'entreprise, allez voter. Surtout, allez élire. Vote électronique de Micrestino. 100% en ligne. Ah, on est d'accord, il faut le dire. C'est 100% en ligne. Pas besoin d'aller voter physiquement. Non, c'est 100% en ligne. Vous allez recevoir vos codes, vous les avez déjà reçus vos codes depuis Mais 24, faites ce 40 devoir heures. qui est de voter. Alors, c'est un devoir, c'est surtout les collaborateurs des chambres de commerce de France et de Navarre qui ont accompagné l'ensemble des commerçants, des chefs d'entreprise dans tout ce qui s'est passé depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je veux dire. Eh bien, c'est ce travail qu'il faut faire. On le fait ensemble, mais il faut également aller voter. Ça prend 5 minutes. Pascal Mousset, merci d'être venu. Le GNI Île-de-France, groupement national des indépendants, avec ce CHR, donc café, hôtellerie, restaurant. Discothèque. Et discothèque, c'est important de les rajouter, mais vous n'avez pas mis le D dans le CHR, dans le CHRD. Et puis cet établissement bien connu de ceux qui aiment la bonne restauration chez Françoise, parce que c'est vous qui nous accueillez. Et c'est vrai qu'il y a un rapport à l'humain qui est fondamental dans ce métier. La manière dont on est accueilli quand on entre dans l'établissement, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Puis je reviendrai vous voir. Tiens d'ailleurs, merci à Dominique Restino, on a compris cet appel au devoir civique des commerçants. Allez voter. Des entrepreneurs, des indépendants, des chefs d'entreprise et des dirigeants. Président de la CCI de Paris. Merci à vous messieurs d'être venus me rendre visite. On termine notre émission, alors vous allez voir, on ne va pas être dépaysé. Fenêtre sur l'emploi, on va parler du service à la personne. Et s'il y a bien un secteur qui peine à recruter et qui doit réfléchir lui aussi à rendre ce métier attractif, qui est un métier, il faut le dire, difficile, eh bien c'est bien ce secteur. On en parle avec la directrice de la communication du groupe Domitis. C'est dans Fenêtre sur l'emploi et c'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, on va s'intéresser au service à la personne. Alors, on vient d'évoquer la restauration, les cafés, où il y a un rapport évidemment d'accueil à la personne, mais là on s'intéresse au service à la personne dans les EHPAD, dans ces maisons d'accueil pour les personnes âgées, et c'est un sujet éminemment sensible puisqu'il y a un problème et une pénurie en matière de recrutement. On en parle avec Charlotte Loriou. Bonjour Charlotte. Bonjour. Directrice communication RH et engagement dans le groupe Domitis. C'est important de le préciser. Domitis a été fondé en 98, qui est le leader français des résidences services seniors. On va en parler avec vous. Concrètement, vous êtes vraiment en première ligne sur cette question de la pénurie de recrutement. D'abord, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce métier n'est pas assez attractif? Est-ce que le Covid a accentué, comme on vient de l'entendre pour les cafés et restaurants, une envie finalement de faire autre chose ou d'inventer un travail différent? Est-ce que vous le ressentez ça? Oui. Alors déjà, ce que je voudrais préciser, c'est que déjà une résidence service senior, ce n'est pas un EHPAD. Déjà, c'est une résidence qui accueille des personnes âgées qui sont autonomes et qui viennent rechercher un lieu de vie avec plein de services. Alors c'est vrai que des rencontres aussi, de pouvoir aussi créer du lien. Voilà, c'est un lieu de vie convivial. Et c'est vrai que nous, forcément, avec la crise sanitaire, ça a été un petit peu compliqué pour tout le monde. Nous sommes plutôt proches du milieu hôtelier. Et donc, forcément, le secteur hôtelier a aussi beaucoup souffert de cette crise sanitaire. Et bien sûr, on est obligé d'innover, essayer de trouver des solutions pour accueillir des candidats. Alors, c'est un métier d'avenir, même si aujourd'hui il est pénurique, parce que 4 Français aura 60 ans. Et en 2030, il s'agira d'un Français sur 3. Un Français sur 3 qui aura plus de 60 ans. Donc ça veut dire que ce sujet est prégnant. J'ai vu que le gouvernement avait monté un plan pour les métiers de l'autonomie, oui. Donc qui vous accompagne. Qu'est-ce que vous faites, vous, en matière d'innovation, en matière de réflexion, pour donner envie? Porte ouverte, visite, oui. Comment on fait? Alors, il y a plein de choses, il y a plein de dispositifs. On fait des portes ouvertes sur nos résidences, on essaie de communiquer sur les réseaux sociaux, nous essayons de faire connaître nos métiers parce que ils ne sont pas très connus finalement, Non, c'est vrai. Nos métiers. Et souvent, en fait, la résidence-service est assimilée à l'EHPAD. Et c'est vrai qu'il faut déjà expliquer un petit peu cette différence. Donc, voilà, on essaie de communiquer sur... Pour vous, il faut distinguer la résidence de seniors, des seniors, oui. des EHPAD. Parce que quoi, l'EHPAD, il est quoi? Il est connoté, c'est une image négative. L'EHPAD, c'est une structure pour personnes âgées dépendantes. Il est médicalisé. Nos résidences ne sont pas médicalisées. Donc voilà, on accueille des personnes qui sont autonomes, qui ont besoin de convivialité, qui ont besoin de services, qui veulent rester finalement à leur domicile. C'est une forme de domicile augmenté, si on peut dire, la résidence-service. C'est exactement ça. Voilà. On évoquait tout à l'heure avec le restaurateur qui s'occupait du GNI, du groupement national des indépendants, l'idée aussi d'une notion d'inclusion sociale, de permettre aussi à des jeunes
moins jeunes d'ailleurs, non diplômés, de pouvoir accéder à un emploi et même d'ailleurs de pouvoir progresser au sein de la structure. Est-ce que ça, vous le confirmez? Est-ce que ça, c'est un élément attractif? Oui, oui, tout à fait. Alors c'est vrai que, en tout cas chez Domitis, nous avons tellement de variétés de postes qu'on peut accueillir différents types de personnes qui vont grandir en plus dans l'entreprise, puisque nous avons la chance d'avoir notre propre école de formation en plus. Donc on va les accompagner tout au long de leur parcours pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir et développer leurs compétences. Alors l'école de formation, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que là aussi c'est des réflexions que mènent un certain nombre de secteurs et de grandes entreprises comme la vôtre. Peinant à recruter, ils créent leur école. Oui. C'est ça la stratégie. Oui, ça dure combien de temps? Qui y entre et vers quel poste ils vont? Alors, déjà, cette école, elle existe depuis 2012. Donc maintenant, on a un petit peu... rodé. Voilà, on est un peu rodé sur le sujet. Et elle permet surtout, en fait, de proposer déjà à nos collaborateurs des parcours de formation individualisés pour leur permettre d'évoluer dans leur carrière. Là, on a une réflexion en cours pour savoir si on ouvre cette école à l'externe. Pour l'instant, elle est plutôt destinée à nos collaborateurs, avec aussi des collaborateurs qui deviennent formateurs en interne pour pouvoir aider leurs collègues à se développer. Aujourd'hui, vous en êtes où en matière pénurie? Combien de postes vous avez à pourvoir? Parce qu'on voit bien le métier, même si ce métier est peu connu, le métier de base, c'est évidemment s'occuper de personnes âgées, de pouvoir les nourrir, leur apporter leur repas, des soins, de l'écoute, de l'amour aussi d'une certaine manière. Concrètement, comment ça se passe? Comment on fait concrètement? On démarre et vous dites quoi à celui qui rentre dans votre bureau? Comment vous lui expliquez le poste? Parce que c'est exactement de ça dont il est question. Oui, alors déjà, pour répondre à votre question concernant le nombre de postes à pourvoir, ce qu'il faut savoir, c'est que par an, on ouvre à peu près 25 établissements. 25 établissements, ça veut dire à peu près 20-25 postes par résidence. Ça veut dire qu'on crée chaque année 500 postes. Voilà. Donc, et ça, tous les ans. Après, au niveau des... Et on ouvre un établissement que lorsqu'on a pourvu les postes, on est bien d'accord. On ne peut pas avoir un bâtiment fantôme sans aucun collaborateur. Donc à chaque fois, il y a cette réflexion à mener. Oui, tout à fait. Et donc c'est vrai qu'en plus, nos actions de recrutement, on essaie de les mener en local parce que c'est quand même important localement. Quand on vient s'implanter, quand on s'installe, on dit, bon, on arrive, on crée quand même... Et puis pour les temps de transport qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Donc après, c'est vrai que sur les profils... Encore une fois, ce que je voudrais vraiment préciser, c'est qu'on est très proche du milieu hôtelier. Hein. Chacun peut trouver un poste qui lui convient à partir du moment où, bien sûr, il a les compétences techniques requises. Les postes aujourd'hui, c'est quoi? Hôtelier, il y a de l'accueil, évidemment, forcément. Déjà, des postes de direction. De direction. Bien sûr, un patron pour cet établissement, des postes de conseillers commerciaux, et puis après, des postes d'accueil, de service en salle, de la maintenance, du ménage, de l'animation aussi, parce que ça, c'est vrai que les seniors en sont friands, voilà, de l'animation. Ça, c'est l'animation intégrée dans votre groupe Domitis. Elle est intégrée, l'animation? Oui, tout à fait, elle est intégrée. On a aussi des prestataires externes qui interviennent, bien sûr. Voilà, les cours d'aquagym, par exemple, il faut quand même... Ça, c'est des prestataires extérieurs. Voilà. Et puis aussi, oui, des agents chargés de... Combien de postes à pourvoir, Charlotte, là, aujourd'hui, au moment où nous parlons, puisqu'on parle d'un secteur pénurique? Oui, aujourd'hui, on a à peu près 160 offres en cours. En cours. Qui sont sur des postes quoi? D'accueil, des postes d'accompagnement des personnes âgées? Tout type de postes, essentiellement en résidence. On a aussi quelques postes sièges. Au siège, d'accord. Mais c'est les résidences en particulier. Mais c'est surtout sur les résidences en exploitation. Un mot sur les salaires, puisque j'ai posé la question, et la même d'ailleurs au restaurateur, en lui disant, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème sur le niveau de rémunération? Sur cette question-là, qu'est-ce que vous répondez? Parce que ce sont des emplois au SMIC? Oui, alors... Tous les collaborateurs sont payés au-delà du SMIC. Après, évidemment, tout dépend du poste occupé. Évidemment. C'est vrai qu'il y a quand même des réflexions en cours par rapport à la crise sanitaire, la pénurie d'emploi, etc. Oui. Donc là, c'est vrai qu'on va Il faut un effort pour valoriser l'emploi. C'est ça, absolument. Donc, il y a cette question de la rémunération, mais ce qu'il faut surtout dire, c'est que finalement, ce qui plaît en fait aux collaborateurs qui travaillent chez nous, c'est surtout le cadre, c'est surtout l'ambiance de travail, c'est surtout le fait de se rendre utile au quotidien, la reconnaissance qu'on peut leur apporter. C'est surtout ça en fait ce qui compte pour eux. Donc c'est le rapport à l'humain et le rapport à l'autre qu'il faut mettre en avant. Oui, c'est un vrai métier, ce sont des métiers qui ont vraiment du sens et c'est vrai que c'est pour ça que vraiment la plupart de nos collaborateurs sont vraiment très épanouis chez Domitis. Donc j'invite tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre à aller sur notre site recrutement. 160, minimum 160 postes, avec, on vient de l'entendre, une variété qui va du siège jusqu'aux résidences, évidemment, parce que ce métier, le cœur du métier, c'est quand même d'être au plus près des personnes âgées. Absolument. Et de les accompagner. C'est le cœur de votre mission chez Domitis. Charlotte Loriot, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à vous. Directrice communication RH, vous y tenez beaucoup. Oui. Et engagement chez Domitis. Merci de nous avoir rendu visite. Allez donc sur le site recrutement de cette entreprise, de ce groupe. C'est terminé pour aujourd'hui.
On vous retrouve demain, évidemment. Je remercie toute l'équipe qui m'accompagne. Axel Polou pour la réalisation, Saïd au son. Merci à Fanny Griesmer, bien entendu, et merci à Margot Ruot. C'est un vrai plaisir. Merci à vous qui nous regardez, qui réagissez très nombreux sur les réseaux sociaux. Merci et je serai là demain. Bye bye.